Un des trucs qui nous concerne tous quand on achète ou qu'on construit une maison, c'est l'assainissement. Toilettes sèches, toilettes classiques, phytoépuration, spank, spac, pédoépuration, enfin bref, la liste est encore longue et on peut vite se sentir perdu avec toute cette liste de mots. Choisir son système d'assainissement, c'est déjà toute une affaire. En plus, tu t'en doutes, on est en France, il y a plein de règles à respecter et de démarches administratives à faire avant de concrètement assainir tes eaux usées. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va vous expliquer ce qui va se passer dans les prochains épisodes, donc les fondations et le montage des murs. Mais avant ça, je vous laisse avec Aline qui va vous expliquer la phytoépuration de A à Z. Donc hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ce premier épisode de notre série sur notre phytoépuration. Et dans ce premier épisode, on va pas se concentrer sur les travaux, on va d'abord faire une grosse introduction sur l'assainissement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par là, et quelles sont les démarches administratives à faire pour tout ça, pour que ça puisse aussi vous aider toute cette série de vidéos. Déjà, on va poser les bases, l'assainissement c'est quoi, mais surtout qu'est-ce qu'on entend par assainissement en France. Alors là, je vais lire la petite définition. Tout simplement, c'est le système qui va te permettre de collecter et d'évacuer les eaux usées de ton habitation et les débarrasser de toute pollution, ce qu'on appelle l'épuration avant leur rejet dans le milieu naturel. On parle donc pas ici d'assainir l'eau pour la rendre potable par exemple, mais simplement de l'eau que tu utilises et que tu vas entre guillemets souiller, donc par exemple quand tu te laves les mains, quand tu te brosses les dents, etc. On distingue deux types d'eau usée domestique, d'un côté les eaux vannes ou brunes, donc qui sont simplement issues des toilettes, et de l'autre côté les eaux grises, donc qui concernent tout le reste, donc par exemple quand tu fais la vaisselle, quand tu te douches, quand tu laves le linge, voilà tout ça. Aussi les eaux pluviales qui peuvent aussi dans certains cas faire l'objet d'un assainissement. En parallèle de ça, en fonction de là où ton terrain se situe, tu vas être soit en zone d'assainissement collectif, soit en zone d'assainissement non collectif. C'est super important de savoir ça parce que tu peux pas choisir, c'est la mairie qui définit le zonage en fait dans ta commune et les deux systèmes vont être vraiment très différents et ça va du coup avoir des conséquences sur ce que tu peux ou ne pas faire. Pour savoir dans quelle zone d'assainissement tu te situes, en général, c'est déjà écrit sur l'annonce de vente de ton terrain et on te le dit en général quand on te présente le terrain. Mais si vraiment tu sais pas, il faut te renseigner simplement à ta mairie et tu devrais avoir l'info rapidement. On va tout d'abord commencer avec l'assainissement collectif. Donc si tu es en zone d'assainissement collectif, ce qu'on appelle aussi communément le tout à l'égout, tu dois généralement te raccorder au réseau d'assainissement communal qui redirige toutes tes eaux usées, donc brunes et grises, vers une station d'épuration. C'est la commune, à travers son service public d'assainissement collectif, qu'on appelle le SPAC, qui est responsable de la collecte, du stockage et de l'épuration des eaux usées et de leur éventuelle réutilisation. On parle de système unitaire quand les eaux usées sont traitées avec les eaux pluviales et on parle de système séparatif quand les deux sont traités séparément. Plusieurs choses à savoir si c'est ton cas. C'est toi qui es responsable du maintien en bon état du fonctionnement du branchement au réseau. Voilà, donc ça c'est la seule responsabilité que tu as, que le tuyau qui est chez toi, il fonctionne bien. Ensuite, tu es obligé de te raccorder, tu peux pas faire un assainissement individuel de ton côté, donc par exemple une phytoépuration. Si tu construis une maison et que le tout à l'égout est déjà mis en place dans ta commune, eh ben tu es obligé de le faire pendant tes travaux. Maintenant, si ta maison existait déjà avant la mise en place du tout à l'égout, eh ben tu as 2 ans pour te raccorder et ça peut être étendu à 10 ans avec accord du préfet si tu avais un système d'assainissement individuel qui était conforme à la base. Il existe cependant 3 exceptions à cela. S'il y a une impossibilité technique de raccordement à ta maison, par exemple si tu te situes en contrebas d'un égout, dans ce cas tu dois demander une dispense de raccordement en écrivant une lettre à ta commune et en mettant en place un système d'assainissement individuel conforme. Et pour les 2 autres exceptions, c'est pour les immeubles déclarés insalubres ou qui vont être démolis suite à un arrêté de péril, donc normalement ça ne te concerne pas trop. Si tu fais pas le raccordement ou qu'il n'est pas conforme, la commune elle peut fixer une pénalité que tu ne paieras pas si tu fais les travaux dans l'année qui suit. Mais si c'est pas le cas, elle peut décider de le faire à tes frais, à ta place. Alors il y a une petite précision qui doit être faite pour les toilettes sèches en zone d'assainissement collectif et ça c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça dans notre communauté. Et ben en fait il semblerait que ce soit possible d'en mettre en place en zone d'assainissement collectif à condition de respecter la réglementation en matière de toilettes sèches, mais on y reviendra plus tard dans cette vidéo. Je vous mets l'article de loi si ça vous intéresse. On dit pas que c'est une démarche qui peut être facile parce que ça aussi on va en parler. Les communes elles sont pas forcément habituées à ce genre de cas dans le sens où
voilà, normalement, en tout à l'égout, en fait, vous raccordez toutes les eaux voilà, au système d'assainissement communal. Et du coup, je pense qu'il y a certaines communes qui peuvent ne pas être habituées à des demandes en fait, de toilettes sèches. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi à l'heure actuelle, déjà le texte de loi sur les toilettes sèches ne précise pas si ça doit être en assainissement individuel ou en assainissement collectif. Donc déjà là, il y a quelque chose qu'on peut exploiter. Et ensuite, je vous mets notamment, c'est une réponse à une question ministérielle qui précisait que des toilettes sèches peuvent être mises en place dans une zone d'assainissement collectif. Alors voilà, c'est pas un texte de loi à proprement parler, mais vous pouvez vous appuyer là-dessus, voilà, pour appuyer votre demande. En tout cas, ça existe, donc c'est pas impossible techniquement. Ensuite, il existe certains cas où le tout à l'égout existe dans ta commune, mais que toi, tu n'es pas obligé de t'y raccorder. Donc ça, c'est vraiment à voir avec ta mairie directement. Et dans ces cas-là, si tu souhaites te raccorder, tu peux le faire, mais ce sera à tes frais. En ce qui concerne le coût des travaux de raccordement, pour tout ce qui est sur ton terrain, c'est à toi de le faire et d'en payer les frais. Et ce qui est sur la voie publique, c'est la commune qui gère. Et elle peut mettre en place une participation aux frais de raccordement, mais ça c'est le point suivant. Donc la dernière chose, en fonction de ce qui a été fixé dans ta commune, donc il est fort probable que tu payes une redevance d'assainissement collectif, donc qui va financer en fait le traitement des eaux usées. Souvent c'est mis avec la redevance d'eau potable. Et tu peux aussi être soumis dans certains cas à ce qu'on appelle la participation pour le financement de l'assainissement collectif, donc PFAC ou PAC. Voilà. L'avantage de l'assainissement collectif, c'est que c'est simple, tu as juste à te raccorder. Ça coûte moins cher aussi que certains systèmes d'assainissement individuels. Tu n'as pas d'entretien à faire et tu n'es pas responsable. En plus de ça, c'est un système discret, tout part dans les tuyaux et tu n'en entends plus parler. L'inconvénient principal, c'est que tu ne peux pas choisir comment tes eaux sont traitées. Il y a de plus en plus de communes qui optent pour un système d'assainissement écologique, mais ce n'est pas le cas partout. Et tu l'auras compris, tu devras sûrement payer des redevances régulièrement. Maintenant, on va parler du système d'assainissement non collectif. C'est notre cas. Et si c'est ton cas aussi, il faut que tu mettes en place un système autonome et individuel à l'échelle de ta maison. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as le choix entre plein d'options. L'organisme avec lequel tu vas échanger là-dessus, c'est le service public d'assainissement non collectif qu'on appelle plus communément le SPANC. Et tu vas beaucoup en entendre parler avec nous. Ta commune, en fait, elle est rattachée à un SPANC. Souvent, c'est au niveau de l'agglomération. Et à l'inverse du SPAC, pour l'assainissement collectif, le SPANC ne va pas s'occuper de collecter et de traiter tes eaux usées. Ça, ce sera ton boulot. Mais il va examiner et valider ton projet avec une attestation de conformité et vérifier la bonne exécution des travaux, contrôler son bon fonctionnement par la suite. Donc ici, vous n'aurez pas à payer de redevance pour le fonctionnement du système d'assainissement, mais vous devrez payer une redevance sur les frais de mission du SPANC, notamment pour l'examen de conformité et pour le contrôle de bonne exécution des travaux, donc en gros à chaque fois qu'ils viennent vérifier votre installation. Pour vous donner un ordre d'idée, nous ici on a dû payer donc simplement pour la première étape, donc la validation du projet, et pour la prochaine étape qui n'est pas encore intervenue, donc la vérification de la bonne exécution des travaux, nous on doit payer donc 2 fois 124,30 € pour ça. Donc voilà. Pour info, on sait qu'il y a des prix différents en fonction des agglomérations. Voilà, on a des abonnés qui payent par exemple plus cher ou moins cher. Ça dépend vraiment malheureusement de votre SPANC à vous. Et pour info, vous pouvez avoir des pénalités si vous refusez les visites de contrôle de votre SPANC. Voilà. Et c'est malheureusement le moment où un gros disclaimer s'impose, tout simplement pour avoir fait l'amère expérience de ça et pour en discuter régulièrement avec nos abonnés. Malheureusement, les SPANC en France n'ont pas du tout le même son de cloche entre eux et c'est très énervant. En fait, par exemple, un truc qui va être autorisé par votre SPANC, il va pas du tout l'être par un autre SPANC sur une autre agglomération. Et donc, c'est assez frustrant parce qu'on comprend pas toujours pourquoi. Mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, on fait notre phytoépuration en autoconstruction accompagnée. Donc avec une entreprise qui dispose d'un agrément par l'État. Nos toilettes sèches, elles sont en autoconstruction totale. Là, il n'y a pas d'entreprise qui nous accompagne. Ça a été validé hyper facilement par notre SPANC actuel. Seulement quelques mois plus tôt, on faisait exactement la même démarche, la même demande pour les mêmes installations, mais pour un autre SPANC sur une autre agglomération. Et le terrain avait vraiment des caractéristiques similaires. La phyto, elle est passée assez rapidement. Par contre, les toilettes sèches, on a dû envoyer les articles de loi pour prouver que les toilettes sèches étaient quelque chose de légal en France.
pour vous... pour vous expliquer un petit peu le truc. Pareil, on sait que dans notre agglo, il y a des phytoépurations 100% autoconstruites qui ont été validées. Et on a eu des discussions avec certains de nos abonnés qui se sont fait recaler par leur SPANC pour faire la même chose sous prétexte que l'autoconstruction n'était pas autorisée alors que c'est écrit noir sur blanc sur le site du service public qu'on peut réaliser les travaux nous-mêmes. Voilà. Alors ça peut faire un peu peur dit comme ça, et oui, les démarches peuvent être assez fastidieuses, surtout si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas très ouvert ou pas très informé sur ce que vous voulez faire. Maintenant, pour vous rassurer un petit peu, c'est pas le cas partout. Nous, par exemple, ici, on a eu énormément de chance. Nos projets ont été validés assez rapidement, mais simplement, appuyez-vous toujours sur la loi et ne prenez pas toujours pour acquis ce qu'on vous dit comme ça, parce que nous, si on avait écouté en fait le SPANC sur l'autre agglomération, en fait, on n'aurait jamais eu de toilettes sèches parce que voilà, ils pensaient pas que c'était légal en France. Alors que du coup, il y a un article de loi qui le précise. Donc vraiment, appuyez-vous toujours sur la loi. Voilà, c'était le petit moment de râlage et je suis désolée parce que je sais qu'il y a des techniciens de SPANC qui sont vraiment géniaux. Donc voilà, ne le prenez pas personnellement. Mais c'est simplement qu'il y a tellement malheureusement d'autoconstructeurs ou de personnes qui rénovent des maisons qui galèrent avec tout ça qu'on est obligé de faire un petit disclaimer sur le fait que voilà, malheureusement, il y a ce petit problème de son de cloche. Voilà, donc courage. Maintenant que tout ça c'est dit, il est temps de parler de toutes les options qui s'offrent à toi si tu es en zone d'assainissement non collectif. Alors avant de faire ton choix, il y a quelques facteurs que tu dois prendre en compte. Déjà, le système d'assainissement idéal pour toi, ça va pas être le même que celui de ton voisin par exemple. Ça va dépendre de ton budget, de ton habitation, de sa superficie, du nombre d'installations sanitaires, du nombre d'occupants, de la nature et de la perméabilité de ton sol, mais aussi de l'inclinaison de ton terrain. Tu vois bien que nous, on est fortement en pente. Et aussi, bien sûr, des normes en vigueur, du son de cloche de ton SPANC et surtout de tes convictions personnelles. Le système le plus connu, c'est la fosse septique qui n'est plus autorisée aujourd'hui et qui a été remplacée en fait par les fosses toutes eaux. Donc la fosse septique, en fait, elle venait pré-traiter les eaux des toilettes uniquement. Maintenant, la fosse toutes eaux, elle vient traiter toutes les eaux usées de la maison. Elle doit en général être accompagnée d'un système de traitement, donc type lit d'épandage, filtre à sable ou tertre de filtration. En gros, tout arrive dans une fosse. Il y a une boue qui va se former au fond, ainsi que des gaz qui vont s'évacuer par un système de ventilation. Vous apprécierez les petits mimes. Pendant que cette boue, elle se fait décomposer par des bactéries, il y a des graisses qui vont aussi s'accumuler sur le dessus et en fait, les eaux, elles vont être envoyées dans le système de traitement pour ensuite épurer l'eau. Plus récemment, on retrouve la microstation d'épuration qui vient dépolluer l'eau grâce à des micro-organismes. Alors on a le choix entre les boues activées et les cultures fixées. Les eaux sont d'abord envoyées dans une cuve de décantation, puis dans un bassin de réaction et enfin dans une cuve de clarification. C'est un système qui est très compact et facile à installer. Il est écologique et il est très performant, mais ça demande en général une alimentation électrique, particulièrement importante pour les cultures fixées d'ailleurs, et aussi une utilisation permanente. Ça ne va pas être adapté pour des maisons secondaires par exemple, et il faudra la vidanger régulièrement. On peut aussi citer les filtres compacts qui se composent d'une fosse toutes eaux pour le pré-traitement et d'un massif filtrant soit en coco, soit en zéolite ou encore en laine de roche pour le traitement final. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut changer le filtre au bout d'une dizaine d'années et ça reste assez cher. On recommande aussi de mettre en place une ventilation pour les odeurs, mais il fonctionne sans électricité, sauf si vous avez besoin de mettre en place une pompe de relevage en fonction de l'inclinaison de votre terrain. L'option qu'on a choisie nous, vous l'aurez compris, c'est la phytoépuration qu'on appelle aussi le filtre planté à roseaux. Le fonctionnement, il est assez simple. Les eaux, elles vont arriver dans un bassin qui dispose d'un fond de sable ou de gravier. Et en fait, dedans, il y a des plantes spécifiques qui sont plantées, donc comme des roseaux qui vont à la fois oxygéner l'eau, mais aussi servir de support aux bactéries qui vont traiter les eaux usées. Ça peut prendre de la place, mais c'est plutôt sympa à regarder. Ça reste des plantes, donc c'est un petit jardin. Même si vous traitez aussi les eaux des toilettes dedans, il n'y a pas d'odeur. C'est totalement low-tech et écologique, et le seul entretien à faire, c'est de tailler les roseaux une fois par an. Bon, vous l'avez compris, hein, nous on a surtout choisi ça parce qu'on kiffe les plantes. On en entend de plus en plus parler, surtout dans la communauté low-tech résiliente. Vous avez peut-être déjà entendu parler de pédoépuration ou de filtres à broyat de bois. Notamment en France, c'est développé par l'éco-centre Pierre et Terre. Le principe est très simple et surtout très économique. En fait, il s'agit de disperser les eaux grises dans un sol planté avec des tranchées de copeaux de bois et de laisser l'épuration se faire naturellement par l'infiltration
dans le sol. C'est sans doute le système le moins cher actuellement et le plus simple à mettre en place. C'est pour ça aussi qu'il est vraiment très plébiscité. Mais nous, par exemple, on sait que la perméabilité de notre sol, on est sur un sol qui est vraiment très riche en argile. Sur la zone constructible, ça permet pas de le faire en général. En tout cas, c'est ce que le Spank nous a expliqué quand nous, on avait fait un petit peu nos différentes options. Et quoi qu'il en soit, même si ça reste encore peu connu, parce que c'est le cas, ça reste peu connu, il y a eu un arrêté donc le 30 mars 2023 pour l'expérimentation de cette nouvelle filière en France. Donc on espère que ça va aboutir pour que ça se démocratise de plus en plus. On est dans un contexte qui est expérimental. C'est pas comme les toilettes sèches où c'est validé par un article de loi. Là, il y a un article pour valider le fait que ce soit expérimental, mais du coup, il faut vraiment que vous fassiez valider à votre Spank le système dans ce cadre d'expérimentation. Voilà, en tout cas, je vous ai donné je vous mets tous les petits liens pour vous renseigner un peu plus parce que je pense que c'est vraiment l'un des systèmes d'assainissement voilà, les plus pertinents parce qu'il est économiquement, il est super accessible et il est écologique de base, quoi. Voilà, renseignez-vous dessus si ça vous intéresse. Alors la question que tu te poses sûrement, c'est le coût de tout ça, parce que j'ai pas détaillé à chaque fois. Tout simplement parce qu'en fait, les coûts de ces systèmes vont toujours varier aux alentours des mêmes fourchettes, donc entre 4 000 et 10 000 euros, voire un peu plus. En fait, malheureusement, ça va dépendre vraiment de la taille nécessaire de ton système. La surface, en fait, c'est ça qui va déterminer le coût. Donc on peut pas te donner un chiffre précis, sauf du coup pour nous, on te le donnera après, sauf du coup pour la pédoépuration / filtre à broyat de bois, parce qu'il y a des appellations un petit peu différente qui est quasiment gratuite en fait. Voilà, faut vraiment retenir cette fourchette entre 4 000 et 10 000 euros. Voilà, donc que vous le sachiez parce que voilà, si vous êtes en système, en zone d'assainissement non collectif, ça représente quand même un gros budget. En tout cas, pour tout ça, n'hésite pas à te renseigner sur chaque option dans le détail, voire même de te faire conseiller par des entreprises spécialisées. Ça peut toujours être utile pour faire ton choix et d'autant que, comme on te l'a dit, ça dépend vraiment de plein de facteurs, ton terrain, ce genre de choses. Donc il y a des systèmes qui vont vraiment être plus adaptés pour toi que pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésite pas à rentrer vraiment dans le détail de tout ça. Donc pour t'expliquer un peu plus notre exemple parce que c'est vraiment l'exemple le plus concret qu'on peut te donner. Nous, on est parti du coup sur l'option d'autoconstruction accompagnée avec l'entreprise Aquatiris. Je précise tout de suite que ce n'est pas une collaboration commerciale, mais ça a toute son importance parce que vous savez avec qui on travaille. Vous pouvez vous renseigner sur internet sur leurs méthodes et aussi leurs tarifs. Donc je précise tout de suite qu'on aurait pu en fait faire de l'autoconstruction nous-mêmes, tout faire nous-mêmes et ne pas passer par Aquatiris parce que du coup là le fait qu'on passe par Aquatiris, on a des frais supplémentaires parce qu'on a un technicien qui nous accompagne et on a aussi tout le matériel qu'on est obligé d'acheter chez Aquatiris. Voilà, sauf on l'expliquera plus en détail dans toutes les vidéos des travaux. Il y a toute une partie du matériel qu'on peut acheter de notre côté, mais il y a une partie du matériel qui est vraiment agréé Aquatiris. Pourquoi est-ce qu'on est parti sur de l'autoconstruction accompagnée? C'est pas parce qu'on se sentait pas capable de faire la phytoépuration nous-mêmes, c'est tout simplement parce que, comme vous le savez peut-être, nous on construit une yourte contemporaine. C'est une construction qui est assez atypique et qui reste malheureusement assez peu acceptée en France parce que voilà, c'est une maison ronde, c'est alternatif et du coup il y a pas mal de préjugés autour de tout ça. On voulait pas que notre dossier de permis de construire bloque à cause du système d'assainissement alors que voilà, on sait que le problème principal c'est la yourte, donc on voulait pas se rajouter un problème supplémentaire. Donc on a fait le choix de pas se prendre la tête et de voilà, passer par Aquatiris qui est une entreprise agréée. On a eu raison de faire ce choix je pense parce que nous on l'a vraiment vu dans toutes nos expériences, dans les contacts avec les Spank et avec les mairies. Aquatiris est assez reconnu par les Spank en général et du coup ça rassure tout de suite en fait de dire qu'on fait la phytoépuration avec Aquatiris. En fait le dossier il est quasiment validé de suite parce qu'ils savent que c'est quelque chose dans les règles conformes. Aquatiris dispose d'un agrément gouvernemental donc voilà, c'est tout de suite beaucoup plus rassurant pour les Spank, donc ça a vachement aidé. On fera le total de tous les coûts pour notre phytoépuration à la fin de cette série. Et vous l'aurez compris, on aurait pu s'en sortir pour beaucoup moins cher si on avait tout fait nous-mêmes. Pour vous donner notre exemple jusque-là, alors on a fait le terrassement, on a aussi acheté tout le matériel auprès d'Aquatiris et on a aussi commencé à acheter du matériel auprès de magasins de bricolage pour la structure qu'on est actuellement en train de faire, qu'on vous montrera à un moment donné et dans les prochains épisodes. Actuellement, on est aux alentours de 7 000 euros environ, mais comme dit, on vous détaillera tout par la suite, en sachant que dans les 7 000 euros, je l'ai dit, il y a le terrassement. Voilà, le terrassement à la mini-pelle et tout ça, donc c'est quand même un coût supplémentaire. Donc juste pour le matériel d'Aquatiris et l'accompagnement à l'autoconstruction, pour vous donner le chiffre, on est à 5 241 euros et des centimes.
Je n'ai pas noté les centimes. Et vous avez aussi l'option avec Aquatiris de faire réaliser tout ou partie de votre phytoépuration. Par exemple, ils peuvent vous faire une partie, par exemple la partie la plus compliquée, ils peuvent la faire pour vous et vous finissez. Enfin, je crois qu'il y a différentes options en fait, où aussi ils peuvent tout vous faire pour vous. Donc forcément, le prix il va varier en fonction de l'option que vous choisissez. Nous, on est sur vraiment l'option la plus basse en termes de tarifs, donc l'autoconstruction accompagnée. Et on est quand même très content parce que le fait d'avoir un technicien qui nous accompagne et qui valide vraiment toutes les étapes de notre projet, c'est quand même assez rassurant. Et comme on l'a dit, ça a vachement rassuré le SPAN que voilà, on est quand même content de cette option-là parce qu'on sait que si on a une question, on peut toujours demander tout de suite. Il y a un professionnel qui a l'habitude de faire ça, qui nous répond tout de suite. Pour le moment, on en est assez satisfait. Même si voilà, d'un point de vue économique, c'est sûr que c'est plus cher que de le faire 100% nous-mêmes. Mais franchement, on est content que ça ait facilité l'acceptation de notre dossier pour la yourte et tout ça. Donc au final, on s'y retrouve vraiment bien. Donc voilà. On se retrouve devant les prémices du compost de nos toilettes sèches pour parler justement de tout ce qui concerne les toilettes sèches. Bien sûr, vous pouvez choisir d'avoir un système d'assainissement individuel, donc tous ceux que j'ai cités avant, Fos-Tuzo et tout ça, qui traitent à la fois vos eaux des toilettes, mais aussi vos eaux grises. Nous, le choix qu'on a fait, c'est en fait de faire un système d'assainissement uniquement pour les eaux grises et de passer par les toilettes sèches pour tout ce qui est eau brune, donc l'eau des toilettes, tout simplement. Alors, on va pas trop détailler ici, je pense qu'on le fera quand on fera toutes les vidéos sur les constructions de nos toilettes sèches, parce qu'on en a plusieurs, je vais vous en parler. Il y a plein d'avantages en fait à faire des toilettes sèches, notamment pour les économies d'eau. Voilà, pour aussi la réutilisation après du compost de toilettes sèches, par exemple au jardin. Je vous ferai une reco livre juste après, je pense, parce que c'est un sujet hyper important dont il faut qu'on parle. Alors la petite reco livre, c'est Ne tirons plus la chasse de Christophe Gatineau. C'est une véritable bible pour tout ce qui est toilettes sèches. Il y a tout plein de points qui sont abordés, notamment si on prend des médicaments, est-ce qu'on peut les réutiliser au jardin ou pas. Il y a tout ce qui est la réutilisation du compost des toilettes sèches au jardin, en détail également. Il y a aussi l'urine, si on peut la diluer ou pas. Sans trop vous spoiler, c'est vraiment un livre intéressant et complet sur le sujet, donc on va pas en dire beaucoup plus. Il est paru aux éditions Une Mère, et merci à eux pour le bouquin. Voilà, mais tout simplement, en fait, si vous choisissez de passer par des toilettes sèches, voilà, faut que vous preniez en compte le fait que pour les eaux grises, par contre, il faudra un autre système d'assainissement. Ça pourra pas se faire dans le compost des toilettes sèches. Vous l'avez compris, c'est totalement légal en France. Faut juste respecter certaines conditions qui sont précisées par cet article-là. Les toilettes et le compost, ils doivent être étanches pour qu'il n'y ait pas d'écoulement en cas d'intempérie. Ça ne doit pas générer de nuisances, notamment au niveau des odeurs pour le voisinage. Et il est tout à fait possible de valoriser le compost des toilettes sèches sur la parcelle une fois qu'il est prêt. Voilà ce que la loi précise. Alors dans notre cas, on a choisi une cabine de toilette sèche dans notre yourte, donc qui sera située dans notre salle de bain qui dispose d'une fenêtre, je précise. On videra régulièrement du coup le seau dans notre compost de toilette sèche. Actuellement dans notre salle de bain de chantier et depuis qu'on est sur le terrain, on expérimente en fait le seau simple. Il n'y a pas de séparation des urines et des fesses. Je pense qu'on va changer de système parce que ça se remplit en fait assez vite à cause des urines. Tout simplement pour vous faire un petit retour d'expérience et parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui nous l'ont conseillé aussi, c'est que si vous prenez des toilettes sèches en intérieur, donc dans votre maison, la petite astuce en fait pour que ça se remplisse moins vite et que vous ayez moins besoin d'aller vider régulièrement. Il y a certaines personnes qui m'ont aussi parlé des odeurs à cause des urines, hein, c'est les urines qui provoquent en général les odeurs. Voilà, avoir un système de toilettes sèches à séparation des urines et des fesses, ça peut vraiment être très pertinent. La deuxième particularité chez nous, c'est qu'on aura un système de toilettes sèches autocompostable à l'extérieur. Alors qu'est-ce que c'est? Le principe, il est tout simple. On a une cabine du coup de toilettes sèches avec 2 cuvettes si vous voulez. Chaque cuvette, on va alterner tous les 8 mois entre les cuvettes. Et en dessous de chaque cuvette, on a creusé un trou qui est assez profond et qui permet le compostage naturel sans besoin de mettre en place un compost. En fait, ça se fait directement dans le sol. Comme on passe beaucoup de temps dehors dans la journée, ça nous permettra aussi d'aller moins souvent à l'intérieur et donc inévitablement de moins souvent vider le seau à l'intérieur. On s'était posé la question de pas du tout faire de toilettes sèches à l'intérieur, mais voilà, après réflexion, on s'est quand même dit que pour notre confort et pour le confort aussi des gens qui viennent chez nous, avoir quand même des toilettes sèches à l'intérieur, c'est quand même un indispensable. En pleine nuit ou en plein hiver, on n'a pas forcément envie d'aller aux toilettes dehors, donc voilà, c'est quand même le petit choix qu'on a fait. On a hâte de mettre en place ces 2 systèmes et de vous faire un retour, surtout pour les toilettes sèches autocompostables, parce que c'est un truc, je pense, qui peut faciliter la vie de pas mal de personnes qui veulent avoir des toilettes sèches, donc on a hâte. Et maintenant, le moment que l'on redoute tous,
les démarches administratives. Alors cette partie, elle va vous concerner que si vous devez créer un système d'assainissement dans le cas d'une construction neuve par exemple, mais aussi d'une rénovation ou alors d'une réhabilitation parce que le système existant n'est pas conforme. Donc le premier cas, si comme nous, vous construisez, donc si vous êtes en zone d'assainissement collectif, vous devez choisir où vont se situer les canalisations de raccordement jusqu'au réseau collectif qui se trouve en général sur la voie publique. Donc pour savoir où se trouve le collecteur, vous pouvez contacter votre mairie, votre SPAC local. Quand vous déposez votre demande d'urbanisme, vous recevez en général des recommandations de votre SPAC pour réaliser les travaux et une fois les travaux terminés, vous pourrez leur demander une attestation de conformité. Si vous êtes en zone d'assainissement non collectif, vous avez besoin de l'attestation de conformité de votre SPANC local pour déposer votre demande de permis de construire. C'est le document PCMI 12-2 qui est demandé en général dans le CERFA pour le permis de construire. Donc pour ça, vous vous rendez d'abord sur le site internet de votre SPANC ou alors vous les contactez directement par téléphone. En général, ils ont un formulaire en fait déjà tout fait à remplir sur leur site. Vous remplissez le formulaire. Souvent, il y a des pièces jointes à fournir comme le plan cadastral ou encore une étude de sol. Pour l'étude de sol, il y a certains SPANC qui permettent de faire un test simple de perméabilité du sol qui ne vous coûte rien. Sinon, c'est possible aussi de passer par des cabinets spécialisés, mais voilà, ça peut être bien pour savoir aussi la nature de votre sol, avoir un peu plus de détails, mais voilà, ça engrange des frais supplémentaires. Nous, on est passé du coup par Aquatiris parce qu'en fait, on avait pris d'office leur pack étude de sol et étude de système d'assainissement à 660 €. En général, vous avez au moins un échange par téléphone ou par mail avec votre SPANC pour vérifier que tout est OK ou alors s'ils ont aussi des questions à vous poser. Chez nous, on a eu une visite d'un technicien du SPANC directement sur le terrain pour échanger en direct et on a trouvé que c'était vraiment top parce que forcément l'échange humain facilite énormément de choses. Donc après ça, nous, on a dû faire une petite démarche en plus et ça peut peut-être aussi vous concerner, donc on vous le dit. L'eau traitée par notre phytoépuration, elle va se rejeter dans un fossé communal. Du coup, on a dû demander l'autorisation à la mairie pour le rejet de l'eau traitée dans le fossé communal. Voilà, et une fois que c'était bon, on a obtenu notre attestation de conformité et donc ce document, le PCMI 12-2, et donc on l'a glissé dans notre dossier de permis de construire pour déposer notre demande de permis de construire. Si vous obtenez votre permis, vous devez réaliser le système d'assainissement qui a été validé par votre SPANC, vous ne pouvez pas faire autre chose. Il faudra les prévenir quand vous démarrez les travaux, prévenez-les le plus tôt possible. Dès que vous savez que vous avez la date par exemple du terrassement ou que la date de quand vous commencez, prévenez-les le plus vite possible. Et quand vous terminez les travaux aussi, il faudra les prévenir pour qu'ils vous délivrent l'attestation de bonne exécution des travaux. En général, ils passent aussi sur le terrain, prendre des photos et tout ça. Après ça, ça va vous permettre en fait d'utiliser tout simplement votre système. D'expérience, toutes ces étapes, donc pour l'attestation de conformité, pour déposer votre permis de construire, de l'étude de sol au moment où vous recevez l'attestation de conformité. Nous, dans notre cas, ça a toujours duré de 2 semaines à 1 mois. Donc, n'hésitez pas vraiment à l'anticiper dans votre calendrier pour la demande de permis de construire parce que voilà, 1 mois, ça prend du temps. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire même avant de commencer à dessiner les autres pièces du permis parce que... Petite interlude. Donc oui, n'hésitez pas à anticiper, c'est toujours utile. Deuxième cas maintenant, si vous devez réhabiliter un système notamment non collectif, alors si c'est vous qui avez constaté qu'il y a un problème, vous contactez votre mairie ou votre SPANC pour voir avec eux comment régler le problème. Maintenant, la plupart du temps, c'est suite à une visite du SPANC qui vous oblige à vous mettre en conformité. Donc là, pas besoin de les contacter. Mais dans les deux cas, vous devez refaire l'étude de sol et d'implantation, vous devez le déclarer à votre SPANC, faire les travaux et appeler le SPANC pour qu'il vienne contrôler que cette fois-ci, c'est OK. Dans le prochain épisode, on va vous expliquer comment on a fait la fondation, donc la semelle de béton. Et là, on est déjà à la deuxième étape, donc ce sera le 3e épisode de la phytoépuration, ce sera le montage des murs. Donc là, on a tout tracé et mis en place, mais ça, je vous laisserai dans les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous ne dormez pas. On espère que ça vous sera utile dans vos démarches pour votre système d'assainissement ou tout simplement dans vos réflexions. C'est ça. Juste pour terminer et pour conclure, c'est que nous, le système d'assainissement, c'est quelque chose qu'on a réfléchi dès le début de notre projet. On l'a même intégré dans nos critères de recherche de terrain. Nous, on savait qu'on voulait être autonome sur le traitement de nos eaux usées et qu'on voulait faire surtout une phytoépuration. On a vraiment ciblé des terrains qui étaient en zone d'assainissement non collectif. C'était l'un des critères numéro 1 de nos recherches. Non, c'est bon, donc n'hésitez pas aussi vous à, si c'est un critère qui est important pour vous, à déjà en fait l'anticiper dans vos recherches de terrain parce que voilà, c'est toujours utile d'anticiper tout ça. Ouais. Vous l'aurez compris, les prochains épisodes seront consacrés à la construction de la phytoépuration et du coup, je parlerai un peu plus forcément.
En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, dans quelle zone d'assainissement vous vous situez, si ça a été un critère dans vos recherches de terrain, ou encore quel assainissement vous avez choisi, toilettes sèches ou pas, quelles ont été aussi vos orientations, qu'est-ce qui vous a décidé à avoir Qu'est-ce qui ce vous a motivé, système-là, et aussi vos retours d'expérience si vous êtes déjà installé, parce que c'est toujours utile pour les gens qui s'intéressent à ça d'avoir des retours d'expérience. Donc voilà, comme ça on peut s'entraider tous ensemble, c'est cool. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au Merci, bout. ouais. Et, On se retrouve dans les prochains épisodes. ouais, salut! Salut!